Bonjour et merci de nous rejoindre sur ce plateau pour évoquer le désarroi et la colère du monde du sport et celui de la culture. Deux mondes qui s'estiment sacrifiés sur l'autel de la pandémie de Covid-19, une colère exprimée hier lors de manifestations pour dénoncer l'incohérence des mesures prises par le gouvernement, mais dont on mesure en revanche les dégâts tant sur le plan social qu'économique ou psychologique. Pour en parler sur ce plateau, j'ai le plaisir d'accueillir Marie-Laure Lafargue. Vous êtes présidente de Basketland, également vice-présidente de la Ligue féminine de basket. Christophe Fauvel, vous êtes président du club de foot de Bergerac en Dordogne. Vincent Fabre, vous êtes le président et l'organisateur du marathon des Châteaux du Médoc. Et nous serons aussi en duplex depuis Poitiers avec David Sauvignon, directeur et programmateur de la salle d'IFART à Parthenay dans les Deux-Sèvres. Et puis je salue depuis Bayonne Damien Godet, directeur de la scène nationale Sud-Aquitaine, Bayonne, Anglette, Boucau et Saint-Jean-de-Luz. Merci à tous les cinq. Avant de vous donner la parole, je vous propose justement de voir ce reportage qui illustre parfaitement le désarroi du monde du sport amateur. C'est un sujet de Camille Chignac et de Noël Vaille. Ça me rend vraiment triste. C'est un dojo qui est plein de vie en temps normal et vraiment ça me fait vraiment de la peine. D'entendre juste sa propre voix qui résonne dans ce hall où d'habitude on entend des centaines de voix d'enfants, d'adultes, ça fait mal au cœur. C'est dur, on se soumet aux règles. Ils ont perdu leur âme. Ces lieux, d'ordinaire si vivants, sonnent creux. Mis à rude épreuve, le sport amateur joue peut-être aujourd'hui son match couperet. Il doit notamment faire face à une forte baisse du nombre de licenciés. En moyenne, les associations ont perdu 26% d'adhérents à la rentrée. Pour le judo, où les corps et les visages se frôlent, c'est 30%. Un choc pour la présidente du comité de la Haute-Vienne, qui ne s'attendait pas à une telle désaffection. On voit se profiler les compétitions et que si on ne peut pas pratiquer correctement et si on n'a pas le nombre de licenciés pour pouvoir travailler dans les clubs, malheureusement, ça peut être catastrophique pour le judo au niveau des échéances futures. Outre l'aspect sportif, le déficit d'adhésion représente aussi un manque à gagner financier, mais ce n'est pas le seul. Près des 3/4 des associations sportives ont subi d'autres pertes. Des pertes d'autres natures que pertes d'adhérents, pertes de billetterie évidemment, pertes en termes de partenariat, voire également pertes en termes de subventions. Donc on voit bien que la situation est une situation extrêmement délicate dans laquelle se trouvent les associations sportives en général. C'était justement pour stimuler un peu ses finances que le Red Star, club de tennis historique à Limoges, avait investi avant la crise dans le padel, une discipline en plein boom. Ces cours flambant neufs sont accessibles au public par un système de location. Alors, quand personne ne pratique, l'argent ne rentre pas. Effectivement, la structure en elle-même tourne à zéro et donc va être déficitaire parce qu'on a contracté un emprunt quand même pour pouvoir réaliser tous les travaux. Et donc, du coup, il faut rembourser les emprunts, tout ça, et l'argent ne rentre plus. Côté tennis, où les recettes reposent sur les cotisations, cette deuxième fermeture en quelques mois préoccupe. Dès le début des annonces de confinement, on a eu davantage de contacts de nos adhérents, justement, qui nous ont posé la question, est-ce qu'il y aurait des remboursements, est-ce qu'il y aurait des choses comme ça. Donc après, c'est difficile de leur expliquer que ils sont membres d'une association et que dans les adhésions, il n'y a pas que les cours, tout ça qui rentre en compte. Et il faut notamment payer les salaires de 3 personnes employées par le club. Ici, tout le monde est bénévole. Petit club de foot rural, les Espoirs La Genetouze comptent 70 joueurs répartis en 3 équipes seniors. À 50 € l'année, les dirigeants proposent l'une des licences les moins chères du district. Forcément, il faut qu'on commence par des manifestations. Ça se traduit chez nous par 2 repas qui se font à la salle des fêtes. Un qu'on a déjà perdu, on le sait, au mois d'octobre. Donc là, on sait qu'on a perdu entre 500 et 700 € suivant les années. Un autre qu'on fera en février, donc là on est aussi inquiet. Un manque à gagner conséquent pour ce petit club et puis un manque tout court aussi. Car le sport amateur, c'est aussi la convivialité, les rencontres et souvent les amitiés. En sommeil aujourd'hui, nos clubs, lieux de lien social par excellence, n'attendent qu'une chose, enfin se réveiller.
Alors Christophe Fauvel, les conséquences pour le monde du sport amateur sont considérables, on le voit bien. L'étau s'est un peu desserré depuis le 15 décembre. On voit bien qu'il y a quand même des différences selon les sports. Et puis il y a cette reprise qui se dessine avec aussi pas mal d'incertitudes, beaucoup d'incertitudes. Comment ça se passe pour vous, pour votre club de foot de Bergerac ? Alors, nous sommes dans une situation complètement inédite, d'abord au niveau sportif, parce que d'un point de vue physiologique, je veux rappeler que nous sommes à la deuxième période de confinement, aujourd'hui, après celle du printemps. Les organismes de nos sportifs, qui sont, on va dire, des semi-professionnels, parce qu'on n'a pas le statut de club professionnel, mais ils font du sport tous les jours, 2 fois par jour, ils s'entraînent. Ils sont sur une période inédite de 4 mois d'arrêt d'activité, ce qui n'est jamais vu dans le sport de ce niveau. Donc aujourd'hui, on est dans une phase de reprise, mais uniquement pour les jeunes catégories. Toujours aucune date de reprise des compétitions pour le monde senior, ni la Coupe de France. Avec des matchs en retard, le voilà. calendrier qui va être chamboulé, la Coupe de France dont on va parler d'un petit moment. Oui, donc aujourd'hui on est dans l'expectative. Au niveau du club de Bergerac, nous n'avons pas remis en route les entraînements aujourd'hui, car tant qu'il n'y a pas une date, une visibilité sur la date de reprise du championnat, aucun intérêt à s'entraîner dans des conditions très, très limites, avec des groupes restreints et autres. On attend une date officielle qui n'existe pas aujourd'hui et qui nous donnera un feu vert pour enfin redémarrer. On sait qu'une préparation, il faut environ 5-6 semaines de préparation, donc on fera un rétro-planning par rapport à une date de reprise et des championnats et de la Coupe de France pour ceux qui sont qualifiés. On en reparlera de la Coupe de France. Alors cette incertitude, elle touche aussi votre sport, Marie-Laure Lafargue. Est-ce que vous êtes aussi pessimiste que Tony Parker, qui déclarait que certains clubs pourraient déposer le bilan si les aides de l'État n'étaient pas conséquentes? Est-ce qu'il y a une menace pour le basket français? Je le crois, comme pour beaucoup de sports. À l'aune de ce que vient de dire Christophe, on aurait presque tendance à penser qu'on est des privilégiés, puisque le monde professionnel a le droit et peut-être même l'obligation de jouer à huis clos néanmoins. Et c'est quand même très simple et très mécanique que de considérer qu'il est compliqué d'imaginer des entreprises, puisque nous sommes tous des entreprises, fonctionner, travailler sans possibilité de recouvrir des recettes correspondant à leurs activités. Et à ce titre-là, dans des modèles économiques, et pour le basket particulièrement, qui dans les 10 dernières années a cherché à développer aussi bien le basket masculin que féminin un modèle économique très orienté sur la notion de spectacle sportif, la billetterie, les partenariats, les prestations d'hospitalité. Est-ce qu'on peut avoir la proportion pour le basket entre les droits de TV qui sont assez faibles au fond? Les droits télé du basket, c'est très simple. Il y en avait quelques-uns distribués aux garçons jusqu'à la saison passée. Cette année, le choix qui a été fait par le basket, là aussi, c'est un choix qui doit pouvoir se respecter, c'était d'avoir des droits télé totalement gratuits pour une chaîne, de façon à avoir le bénéfice d'une captation sur une chaîne en clair, en l'occurrence que je ne citerai pas ici, mais c'est une chaîne gratuite. L'objectif était de faire accéder le plus grand nombre à ce spectacle gratuitement, l'engagement des clubs étant en retour et en contrepartie de ne revendiquer aucun droit télé. Donc aujourd'hui, les recettes de ce sport-là, pour ne parler que de celui que je connais, sont exclusivement liés à des recettes de billetterie, d'hospitalité de partenaires ou de prestations de visibilité pour nos partenaires, et de plus en plus marginalement, et c'est tant mieux d'ailleurs, puisque nous sommes des entreprises de subventions publiques. Donc évidemment, dans cette équation-là, et a fortiori, si elle devait être durable, la menace pèse sur un certain nombre. Alors pour l'instant, évidemment, il y a des aides de l'État, il y a un plan de relance qui est évidemment affecté pour le sport. Il y a un enveloppe de 120 millions sur 2 ans pour le sport, alors que la culture va être aidée à hauteur de 2 milliards d'euros. Damien Godet, on va parler de votre structure, des difficultés qu'elle traverse, mais est-ce que vous reconnaissez malgré tout, et peut-être d'ailleurs plus que pour la plupart de nos pays voisins, que la France s'est fortement mobilisée pour aider financièrement votre secteur? Oui, on ne peut pas nier qu'il n'y ait pas d'aide pour le secteur culturel dans son ensemble et le spectacle vivant. Il y a un effort réel accompli par non seulement le ministère, mais je crois que l'ensemble des collectivités essaient de se mobiliser pour ça. Donc c'est tout à fait significatif et positif. Pour nous, établissements publics, ça signifie que les niveaux de contribution ou de subvention dont nous bénéficions sont maintenus et nous permettent de tenir nos établissements à flot malgré un contexte dans lequel nous n'avons plus aucune recette propre liée à la billetterie en particulier. Donc c'est une situation un peu compliquée malgré tout, parce que si nous bénéficions de ces aides, nous n'avons plus la possibilité aujourd'hui d'ouvrir nos lieux, d'accueillir du public. Et ça se passe dans la durée, puisqu'il y a eu le premier confinement.
De notre côté, ça a été 23 spectacles annulés, 55 représentations sur la fin de saison dernière. Et puis pour la saison en cours, on a pu jouer simplement 2 spectacles donnant lieu à 4 représentations. Et d'ores et déjà, on a 18 spectacles annulés qui correspondent à 37 représentations. Donc si on cumule les deux périodes en fait, de confinement, on est à quasiment l'équivalent d'une saison entière qui aurait été annulée, 41 spectacles, 92 représentations. C'est énorme, surtout pour les équipes artistiques que nous accueillons et que nous soutenons. C'est-à-dire que nos établissements, à nous, établissements publics, restent subventionnés et nous permettent de rémunérer les compagnies qui font l'objet d'annulation. Mais c'est bien ces équipes artistiques-là qui vont être les premières en souffrance à l'issue de la crise et qui le sont déjà, à vrai dire. On va venir sur votre structure, David Godet. Je voudrais donner la parole à David Sauvignon. Vous dirigez, vous, la salle de spectacle de Parthenay. Il y a une rock school aussi, je crois, dans votre salle. Quelle est votre situation aujourd'hui? Est-ce que vous-même, vous avez bénéficié des aides mises en place par le gouvernement? Oui, tout à fait. Nous, de la même façon, on peut dire que on a été bien soutenu par les collectivités locales et puis par les aides, activités partielles pendant les confinements notamment. Maintenant, nous, pour ce qui concerne les salles de concert de musiques actuelles, on a une autre particularité qui est qu'on a un public debout. Ce qui fait que depuis la mi-mars, depuis le 16 mars, on ne peut plus exercer notre activité dans des bonnes conditions. On n'a même pas pu, une fois les confinements terminés, réouvrir le lieu. On l'a fait assis, donc on a eu plein de contraintes. On s'est plié à tout ça. Mais je rejoins mon camarade, c'est vrai que la grosse difficulté, c'est de ne pas pouvoir exercer nos activités aujourd'hui. La difficulté sur 2020, elle ne sera pas financière pour nos lieux, elle l'est certainement pour les artistes, pour les techniciens, pour les entreprises qui travaillent avec nous et qui ne sont pas aidées du type les imprimeries, les agences de sécurité. Mais pour les lieux de spectacle en France, je pense que l'année 2020 ne sera pas un souci financièrement. Bien. Alors, on va revenir avec vous tout à l'heure, David Sauvignon. Vincent Fabre, on entend évidemment le monde de la culture qui est touché, impacté comme le monde du sport. Vous êtes, vous, l'organisateur et le président du Marathon des Châteaux du Médoc qui a été annulé, la dernière édition. Quel a été l'impact au fond financier? Est-ce que vous avez des aides d'ailleurs de l'État, vous Comme toute activité professionnelle et économique, on a eu les aides de chômage partiel et le PGE que l'on a pu bénéficier on a un salarié, nous, on a pu en bénéficier, mais l'impact économique est quand même colossal. Et nous avons fait le choix par rapport aux concurrents qui s'étaient inscrits au mois de février, en ce qui nous concerne, pour le février 2020, pour une épreuve qui a lieu le deuxième week-end de septembre. On a fait le choix de leur proposer de se réengager gratuitement pour les éditions 2021 ou 2022 Marathon ou 2023. Qui a que 8500 engagés, ce qui est sur un week-end, ce qui est beaucoup, et qui génère 90 000 personnes. J'ai regardé les chiffres, c'est à peu près ça sur un week-end. 8500 coureurs que l'on bloque, parce que sinon on en aurait 40 000. Il faut savoir qu'il y a 50% d'étrangers, 70 nationalités représentées, donc des gens qui viennent du monde entier. Et c'est vrai que ça a un impact colossal au niveau local, puisque on est bien une association, mais c'est toutes les forces vives du Médoc qui participent au succès de cette épreuve, à commencer par la commanderie du Bon Temps, Médoc, Graves, Sauternes et Barsac, mais également les collectivités territoriales, le monde de la viticulture, les châteaux qui nous ouvrent les portes, y compris les plus grands, y compris, je prends un exemple, les moutons Rothschild ou la Fiat Rothschild, premier cru classé, qui ouvrent leurs portes, leur jardin pour pouvoir accueillir ces foules, c'est fantastique. Et puis la population médocaine. Comment accueillir 90 000 personnes si la population ne joue pas le jeu? Et c'est tous ces éléments-là travaillent de concert pour le succès de cette épreuve qui aurait dû être la 36e édition. On l'a appelée saison 1. L'année prochaine, on espère bien faire la saison 2 quand même. Le 11 septembre. On va y revenir 2020. Sur cette saison 2, Vincent Fabre. Je vous propose de voir ce reportage où on parle beaucoup d'incohérences justement sur les mesures prises par le gouvernement et par voie de conséquence du sentiment d'injustice ressenti par rapport justement à l'ouverture de grands magasins ou la possibilité pour les églises d'accueillir des messes. Avant de vous interroger sur au fond, 2 poids, 2 mesures, voyons ce reportage de Jean-Martial Joncart et de Mathieu Desgremont. Un énième coup de massue. Enfin, elle a le crâne dur, la culture, parce qu'à force d'en prendre, de se relever et, à défaut de jouer, du moins de le dénoncer, c'est une gageure pour la culture. On avait effectivement un petit peu d'espoir sur une période qui était traditionnellement forte et festive pour nous, festive dans le bon sens du terme, où les gens pouvaient venir en famille, voir des films, se détendre. Et là, tous nos espoirs sont un peu écroulés hier. Quoi faire? Répéter pour jouer peut-être un jour, je sais pas. Là, je suis un peu abasourdie, à vrai dire,
c'est pas forcément l'annonce d'hier mais si, quand même. On le vit très difficilement. On était un peu désespérés hier. D'ailleurs, on a très bien chanté en répétition, mais c'était un petit peu l'énergie du désespoir. Je crois que c'était ça qui nous animait. Que faire ? Abattement donc, mais colère aussi face à ces décisions sans cesse changeantes que même Jarry et son Ubu peineraient à expliquer. Ce qui me semble extrêmement grave, c'est que c'est un métier, la culture, c'est pas un passe-temps. Il y a des gens qui répètent, il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui préparent un spectacle, qui investissent sur de l'argent. Et ce qui m'a gêné hier, c'est dans cette grande messe, Madame Bachelot n'était pas présente à la conférence de presse. Elle n'était pas à la table de l'essentiel. Le ministre de la Culture, c'est pas un ministre superflu. On ne comprend pas du tout la cohérence par rapport aux choses quand on voit les images des magasins, de certains transports en commun, même des lieux de culte, alors que, je le répète, j'ai déjà dit à certains de vos confrères, depuis le début de la crise, aucun cluster n'a été identifié dans une salle de cinéma ou une salle de théâtre. Reste alors l'humour, la politesse du désespoir. Ce qu'il faudrait, c'est pouvoir, peut-être après Noël, fermer les magasins et ouvrir les théâtres et les cinémas. Ouais, pas gagné, et pourtant, l'ensemble de la culture rapporte 7 fois plus au PIB de la France que son industrie automobile. Alors Marie-Laure Lafargue, on voit à travers ce reportage ce sentiment au fond d'incompréhension sur les mesures prises par le gouvernement, alors du monde de la culture, mais on pourrait aussi penser que ce sentiment, il vous anime aussi, vous, le monde du sport, parce qu'il y a au fond des prises de décision qui semblent incohérentes au regard de ce qui peut se passer ailleurs, les grands magasins ouverts par exemple, ou des messes autorisées. Et donc on se demande pourquoi il n'y a pas des jauges dans les salles. C'est ce sentiment d'incohérence qui anime aujourd'hui ce monde de la culture et le vote. Est-ce qu'il est vraiment aujourd'hui... c'est une colère au fond. Je ne sais pas si c'est de l'incohérence, parce qu'après tout, il ne m'appartient pas d'en juger. On doit tous être de manière citoyenne responsables aussi et acteurs de la lutte contre cette pandémie. Ce qui est certain, par contre, c'est qu'en toute responsabilité, je crois, les acteurs du monde sportif ont, je crois, tous fait ce qui était de leur possible. N'oublions pas quand même que notre première préoccupation dès le début de la crise a été de protéger avant tout la santé de nos sportifs. Christophe en parlait tout à l'heure sur les conséquences de la crise à moyen terme. Mais dès le départ, notre préoccupation a été de les protéger eux, ainsi que nos supporters. On a investi de manière très active tout l'été sur l'élaboration de protocoles dans nos sports, d'organisation dans nos salles, pas plus ou pas moins que des commerces d'ailleurs et que d'autres. Oui, donc c'est pour ça que le sujet, c'est pas tellement de s'opposer. Justement, est-ce que ça génère un sentiment d'injustice ? Ça génère en tout cas une forme d'incompréhension. J'ai eu la chance d'organiser à Basketland 2 matchs avec des jauges réduites en début d'année, trop réduites à mon sens, mais j'ai pris l'habitude de dire avec un peu d'humour, j'ai entendu parler d'humour dans votre reportage, que j'avais l'impression que les gens étaient repartis en meilleure santé que malades de ces matchs-là, ne serait-ce que parce que derrière le sport et probablement derrière la culture se trouve autre chose que des notions de compétition, mais aussi de bien vivre ensemble, de passion et de lien social, qui me semble, en plus dans ce moment-là, on parlait de relance tout à l'heure, des outils qui seront fort utiles à la reconstruction d'un vivre ensemble de qualité, quand tout le monde est enfermé chez soi. Donc l'injustice, elle se porte plutôt là, je l'ai entendu dans le reportage, c'est sur le sens qu'on veut bien donner à nos secteurs dans la vie collective aujourd'hui. Finalement, on nous a mis de côté pour l'instant, c'est plutôt ça l'injustice quand on sait l'engagement des acteurs. Damien Godet, vous l'avez, ce sentiment d'injustice dont on parle là. On parlait dans le reportage, on évoquait les grands magasins, les églises qui peuvent accueillir des messes. Est-ce que vous dites aujourd'hui la culture est sacrifiée ? Est-ce que vous voyez comme de grands acteurs comme Jacques Weber qui accusent notamment le gouvernement de vouloir mettre à mort la culture ? Est-ce que vous iriez jusque-là ? Je ne sais pas s'il faut aller jusque-là, mais en tout cas de dire que nous sommes responsables, oui, nous le sommes. Nous l'avons été dès lors qu'on nous a demandé d'appliquer des protocoles sanitaires stricts pour accueillir les publics dans nos lieux. On a fait réellement tout ce qu'il fallait et comme le rappelait David tout à l'heure, il n'y a eu aucun cluster dans les lieux de spectacle ou les cinémas. Incohérence, oui, aussi, parce qu'effectivement, on a du mal à comprendre ce qui justifie de s'entasser dans des files interminables dans des hypermarchés ou des galeries marchandes, de pouvoir assister à un culte et de ne pas pouvoir assister à une représentation théâtrale ou à une séance de cinéma. Donc ça génère au bout du compte un sentiment de colère. Et moi, c'est ça que je crois
aujourd'hui qui est en train de ressortir et qui est un petit peu inquiétant parce que la colère est jamais très bonne conseillère. Mais pour ceux qui sont les premières victimes, qui sont en première ligne de cette situation-là, à savoir les équipes artistiques, ce sentiment devient prédominant. Et effectivement, on a un peu l'impression d'assister à une exception culturelle à l'envers, pour reprendre les mots de Charles Berling, mon collègue directeur du Liberté, la scène nationale de Toulon. On a souvent traité, ou considéré en tout cas, que la culture en France faisait l'objet d'une exception. Aujourd'hui, c'est un peu l'exception à l'envers, effectivement. C'est-à-dire qu'il y a une totale incompréhension sur la cohérence des mesures prises. Et ce que l'on attend aujourd'hui du gouvernement, c'est de prendre des mesures à la fois claires et datées, et qui nous permettent de voir clair dans la durée sur nos activités. Sans perspective de reprise, on est condamné à tous les jours déprogrammer, reprogrammer, rembourser les spectateurs, renvoyer des informations contradictoires. Et puis il y a un deuxième élément très important qu'il faudra aussi prendre en compte, c'est l'horaire du couvre-feu, cette expression absolument malheureuse, me semble-t-il, dans un contexte comme le nôtre, parce que moi, je n'arrive pas à me dire que nous sommes en guerre. C'est pas ça, un État en guerre. C'est pas le fait de lutter contre un virus qui nous met en état de guerre. Je pense que cette expression est totalement inappropriée. Vous en avez une autre, en revanche... Est-ce que vous en avez une, Damien Gaudet, une expression ? On est dans un état de crise sanitaire qui nécessite de prendre des mesures responsables, oui, et elles doivent être prises en toute responsabilité par chacun dans son secteur d'activité et par le gouvernement à son endroit. Mais je pense qu'utiliser des métaphores guerrières, c'est juste faire injure aux peuples qui, eux, sont victimes de réelles guerres. Et donc l'usage du terme couvre-feu, moi, me pose un peu question. En tout cas, c'est son horaire, aujourd'hui avancé à 20h, qui rend pour le coup totalement impossible une reprise de nos activités dans le secteur culturel. Donc dès lors qu'on aura une date de reprise, il faudra aussi qu'on ait un horaire de reprise, c'est-à-dire un couvre-feu qui soit reporté à 21, 22 ou 23 heures. J'ai entendu plusieurs responsables politiques nous dire que cette situation était comparable à celle pratiquée dans tous les pays européens. Ce n'est pas tout à fait vrai si on se penche sur la situation du Portugal, par exemple, qui a réussi à maintenir ouverts ses lieux culturels avec des horaires adaptés, avec des contraintes sanitaires adaptées également. Et il n'y a pas davantage de cas au Portugal que dans d'autres pays, me semble-t-il, qui auraient pris des mesures plus restrictives. Ouais. Christophe Auvel, on entendait justement Damien Gaudet dire qu'il y a évidemment cette incertitude ou ce sentiment de justice, puis il y a le couvre-feu qui pénalise le monde de la culture. Est-ce que vous-même, aujourd'hui, le monde du sport, vous, les matchs de foot, le fait qu'il y ait un couvre-feu, c'est un handicap pour la reprise des championnats ? Alors, bien évidemment, enfin, nous, encore une fois, on vit une situation où on n'a pas de date de reprise. De toute façon, on n'est pas classé dans le monde professionnel, donc on n'a pas de date de reprise. Est-ce que la Coupe de France va jouer normalement, puisqu'on sait qu'elle devait reprendre au 6 janvier, je crois, ou le 4 janvier Oui, mais aujourd'hui, cette date-là a été repoussée. Ouais. On n'en saura rien de plus avant le 7 janvier. Donc, est-ce qu'elle reprendra ou pas ? Je suis incapable de vous le dire. Est-ce qu'on peut supposer que des clubs amateurs qui sont encore engagés ne le seront plus de fait, on les retirera de fait de la compétition ? Je ne sais pas vous répondre. C'est une hypothèse ? Je ne sais pas vous répondre. Le gouvernement a dit qu'il en ferait une priorité de maintenir cette épreuve, mais au bout d'un moment, avec les calendriers des championnats et la Coupe de France, ça sera incompressible. Donc il y aura des choix à faire sur la formule du championnat ou le maintien ou pas de la Coupe de France. Sur ce qui vient d'être dit, moi, je suis un peu plus réservé parce que, si vous voulez, on vit une situation qui est extrêmement désagréable pour tous. Bien évidemment, la pression sociale, psychologique que la population vit à travers ce couvre-feu, ce confinement, elle est indéniable. Moi, je suis plus inquiet sur le demain. Sur le présent, je crois que beaucoup d'interlocuteurs l'ont dit autour de cette table, l'État fait quand même ce qu'il peut. Il est très présent pour soutenir les activités, qu'elles soient économiques, sportives et culturelles, pour nous aider pour 2020. Moi, ce qui m'inquiète, c'est 21. C'est 22, avec les conséquences sur le monde économique dont nous dépendons tous dans nos clubs professionnels, dans les clubs amateurs, la culture à travers le mécénat. Demain, dans quel état sera notre économie ? Cette reprise, cette activité économique me préoccupe plus demain. Aujourd'hui, on courbe les chines, on est tous effectivement frustrés, malheureux, mais pour autant, c'est mondial, c'est même pas européen, c'est pas français, c'est mondial. Et nos dirigeants, je ne suis pas avocat du gouvernement aujourd'hui, mais quand je vois qu'en Allemagne, en Suède, aux Pays-Bas, ça reconfine juste avant les fêtes beaucoup plus fort que nous, voilà, ça amène à beaucoup d'humilité sur la gestion de cette crise sanitaire. On n'est pas en guerre, je partage l'avis. Enfin, c'est une crise sanitaire inédite, grave, et qui bouleverse complètement notre fonctionnement.
David Sauvignon, je vous ai vu être d'accord avec Christophe Fauvel sur le fait qu'au fond, l'inquiétude, c'est aussi demain, la reprise, évidemment, vous le disiez tout à l'heure, avec tout ce tissu de petites entreprises qui travaillent pour vos salles, vos concerts. C'est au fond l'inquiétude, elle est aujourd'hui davantage à ce niveau-là ? Ah oui, ça c'est sûr, l'inquiétude, elle est sur l'avenir. Et elle est sur l'économie, mais elle est aussi quand même sur quel choix de société on veut pour l'avenir, quoi. Et si on voit que le prisme de l'économie, et je pense qu'on n'ira pas, on se relèvera, on mettra beaucoup plus de temps à se relever. Vous n'êtes pas d'accord avec Mathieu Kassovitch, alors David Sauvignon, qui estime que lui, qu'on doit mettre la culture entre parenthèses, compte tenu de la nécessité impérieuse de préserver la santé des Français. C'est ce qu'on fait depuis mars, en fait. Mais là, on voit la catastrophe. J'aimerais bien avoir les chiffres du nombre de dépressions aujourd'hui. Les gens qui sont en dépression, les gens à l'école, qu'est-ce qui se passe à l'école ? Heureusement, nous, une des sources d'espoir aujourd'hui depuis septembre, c'est que les artistes peuvent aller dans les écoles. Donc on a, nous, tout un volet d'action culturelle. Et ça maintient quand même du lien. Mais on le disait, dans le sport comme dans la culture, nos lieux sont des lieux de vie, des lieux de sociabilité, de sociabilisation, et c'est ça qui est très important aussi pour l'avenir, et j'ai moi très peur de ça à l'avenir pour la génération de gens qui ont 18, 19, 20 ans, si cette situation dure trop longtemps, qu'on peut juste aller consommer au magasin et rentrer chez soi avant 20h, ça va être dur quand même. Donc c'est sûr que l'économie c'est important, la culture joue un rôle économique et pourra jouer un rôle aussi dans la relance. Mais je pense qu'il y a aussi l'état d'esprit des gens. Aujourd'hui, tout sauver pour la soirée de Noël, par exemple, ça me semble être peut-être pas le bon choix, autant confiner. Ce qu'on ne comprend pas aussi, nous, ce sont les choix qui sont faits, mais en fait, ils ne sont pas du tout clairs, quoi. Il y a des propositions faites par les gens du secteur culturel. Par exemple, juste avant le confinement, on parlait tout à l'heure du couvre-feu. Il a été proposé d'avoir une dérogation. Ça a été refusé catégoriquement par le Premier ministre pour qu'un mois et demi après, le président annonce dans son discours, il y aura des dérogations. Donc tous les gens, moi je pense à toutes les salles qui ont dû revoir pendant le mois d'octobre leur copie pour proposer des choses avant 21h. On leur dit un mois après, en fait, si on pourra avoir des dérogations. Enfin, il y a beaucoup d'imprécisions comme ça. Nous, on a une rock school, une école de musique on a cru pouvoir rouvrir au 15. Après le discours la semaine dernière, jeudi dernier, vendredi matin, tout le monde était unanime sur les écoles de musique sur le fait qu'elles n'allaient pas reprendre. Et lundi soir, donc le 14, la veille du 15, on a appris que finalement on pouvait reprendre par un tweet du ministère de la Culture. Donc il y a quand même beaucoup de choses. Je sais que c'est très compliqué et j'imagine que je suis d'accord aussi avec les autres personnes, c'est très compliqué, c'est une situation inédite, mais depuis mars, quand même, il y a certaines choses qui pourraient être réglées. Oui, c'est compliqué du fait qu'aussi que les chiffres de la pandémie évoluent aussi, ils fluctuent, donc je pense que c'est aussi un des aspects qui concourt à ce qu'il y ait pas mal d'incertitudes sur les prises de décision. Mais je ne fais pas de commentaires. Simplement, Vincent Fabre, David Sauvignon mettait l'accent sur le lien important, nécessaire, qu'il faut maintenir. Alors vous, j'imagine qu'il n'y a plus de marathon. Il faut préparer le suivant, donc il faut aussi maintenir le lien, il faut maintenir en éveil et mobiliser tous ces bénévoles qui vous aident à préparer cette course. Oui, je trouve que ce qui vient d'être souligné, le lien social que nos activités déploient est extrêmement important. Je vous donne deux exemples. Nous, au point de vue bénévole, le jour de la course, c'est 3000 bénévoles, dont certains viennent de toute la France, voire de l'étranger, pour nous aider à accueillir, comme il se doit, les 8500 coureurs et tous leurs accompagnants. Donc il faut garder le lien avec ces bénévoles et c'est pas très simple quand on ne peut pas se réunir, mais on peut le faire par petits comités parce que la plupart sont du Médoc. Mais même au point de vue coureur, on le voit, on a organisé un marathon virtuel il y a quelques semaines, et c'est quasiment 1000 coureurs qui se sont inscrits spontanément et qui, chacun dans son coin, quelque part dans le monde, a couru un marathon avec des images, bien sûr, c'était relié sur les réseaux sociaux, mais certains ont, je pense à une équipe de Belges qui a couru un marathon avec tous les 5 km un ravitaillement. Alors c'était la bière, c'était la choucroute, c'était ça, mais ils étaient une trentaine à avoir couru un marathon et on s'organisait, je dirais, un copier-coller du marathon du Médoc, quelque part du côté de Liège, et on a eu une réponse absolument enthousiaste des coureurs, et on voit bien cette nécessité de lien qui existe et cette activité sociale autour du sport, autour, en ce qui nous concerne, du sport, du marathon, de la course de fond et du monde du vin, mais qui dépasse largement ce cadre-là.
Bien. Alors on a vu parmi les décisions contestées et contestables qu'elles pouvaient aussi distinguer le sport féminin et le sport masculin. Je vous propose de voir, alors, c'est pas forcément de la discrimination, on en parlait Marie-Laure Lafargue, mais c'est un sujet quand même qui interpelle. On voit bien que la perception que l'on a du sport féminin n'est pas tout à fait celle du sport masculin. Je vous propose de voir ce sujet de Camille Chignac et de Samuel Chassaigne. Plus de ballons, plus de parquets, plus de coéquipières. Pour Caroline Misset-Villéger, la capitaine de Fétia, le programme d'entraînement n'a rien d'exaltant. De la préparation physique collective en visio et des footings remplacent les 9 séances de basket hebdomadaires. Une coupure brutale. Si on ne s'entraîne pas pendant 2 mois, ça va quand même être dur de reprendre. Et au final, ça sera comme des vacances d'été où on revient et qu'il faut tout recommencer, quoi. Sur les 9 joueuses de l'effectif de Fétia, 5 ont le statut de professionnel. Alors, pour l'entraîneur, difficile de comprendre ce coup d'arrêt. C'est vrai qu'on a des joueuses professionnelles, on ne peut pas les entraîner, elles ne peuvent pas travailler, nous non plus, alors qu'on n'interdit pas l'entraînement à d'autres pros. Maintenant, on n'est pas reconnu non plus comme un championnat professionnel, ça peut expliquer ça, mais bon, pourquoi alors avoir des contrats pros ? Promus en 2e division de hand cette année, les Panthères de Feu de Saint-Junien n'ont joué que 3 matchs. Le championnat a été suspendu par la fédération. Une décision qui passe mal auprès de l'ensemble des clubs et leurs joueuses qui l'ont fait savoir dans des courriers adressés à leurs instances dirigeantes. L'incompréhension provient entre autres du fait que la 2e division masculine, elle, poursuit la compétition. Ça nous a un peu vexés, touchés, parce qu'on s'investit autant et c'est pas le même règle pour nous. Ce qui est un peu dommageable, c'est que le sport féminin se battait pour grandir. Là, c'est une vraie gifle qui est donnée et c'est très compliqué derrière de se battre dans ces conditions-là. L'entraîneur espère une reprise du championnat en janvier et retrouver peut-être le chemin de l'entraînement dès le 1er décembre. Marie-Laure Lafargue, une réaction à ce sujet. Est-ce qu'il y a une différence de traitement pour le sport féminin ? Si on fait un débat, si vous me donnez 4 heures, je pourrais vous... Non, mais enfin, là, c'est quand même... Non, mais sur le cas d'espèce, et je connais bien la situation, on en parle très régulièrement avec la fédération, mais c'est exactement la situation que décrivait tout à l'heure Christophe Fauvel, c'est que malheureusement, on a des effets de seuil et de choix d'affectation de telle ou telle catégorie à une division professionnelle, la division étant différente du statut des pratiquants qui s'y investissent. La situation là où on se retrouve en 3e division avec des joueuses dont c'est le métier est une certitude et ça ne qualifie pas pour autant leur division. Donc c'est ce moment où les aides sont attribuées sur un critère qui n'est pas le fait d'avoir un contrat de travail, mais bien le fait d'appartenir à telle ou telle division, où le championnat est autorisé jusqu'à tel ou tel niveau. Alors ce qui est certain, c'est moins de la discrimination qu'une différence de maturité, c'est que le sport féminin est plus récent dans son développement et moins mature sûrement que le sport masculin. Il y a donc moins de divisions arrivées dans cette maturité lui permettant d'être qualifié de sport professionnel à proprement parler, de division professionnelle. Et là où je rejoins aussi les propos de l'un des derniers intervenants, c'est que cette crise vient mettre un coup d'arrêt dans une période de développement et que sans aucun doute pour le sport féminin qui était encore en phase de développement, on sera plus que dans de la relance, et probablement dans certains niveaux dans des nécessités de sauvegarde avant de penser à relancer la dynamique qui s'était installée dans les 10 dernières années. Christophe, le football est aussi confronté à ce genre de problème. Alors on ne va pas parler du foot féminin, mais au fond on a le sentiment qu'il y a des difficultés qui vont s'accumuler, fin de saison, le calendrier, on parlait de la Coupe de France, des matchs en retard qu'il va falloir rejouer. Tout ça, c'est des choses qu'il va falloir régler et puis se projeter pour après, parce qu'au fond les budgets qui vont venir l'année suivante, ils vont être impactés par, au fond, cette crise qui va avoir ses répercussions pour les saisons qui suivent. Est-ce que ça peut, au fond, baisser le niveau du football français ? Je pense qu'on ne va pas parler de coup d'arrêt, mais enfin, le football, en l'occurrence, qui vit un sacré coup dur avec les droits TV qui sont actuellement discutés et remis complètement en cause, ça va toucher le football professionnel, mais pas que le football professionnel, parce qu'une petite part de ces droits TV vont au foot amateur. Je crois qu'il va falloir, c'est un appel que je lance au passage, que nos instances fédérales se préparent et se mentalise au fait que le foot amateur, qui est quand même la base de toute la pyramide du football, devra faire l'objet d'une attention toute particulière. Car si aujourd'hui l'État est extrêmement présent, on ne peut pas dire que nos fédérations se bousculent au portillon des aides potentielles pour accompagner les clubs là-dessus. Le message aussi au niveau des collectivités locales ou territoriales qui tendent à se recroqueviller parce qu'elles ont aussi leurs problèmes, soit au niveau de la culture, soit au niveau du sport, ne sont pas extrêmement présentes. Aujourd'hui, l'État
est très présent, mais il faudra demain, il ne pourra pas être présent tout le temps, que nos fédérations sportives prennent le relais pour accompagner ce redémarrage d'un plan de relance ou d'économie de charges que nous aurons à faire, parce que ça va être extrêmement compliqué. Nos budgets pour des clubs professionnels comme ceux de Marie-Laure par exemple, ou des clubs amateurs de haut niveau, on va dire de haut niveau amateur, sont constitués essentiellement de recettes privées. Et je le redis, ces recettes privées vont être malheureusement gravement affectées l'an prochain, en 2022. Et c'est là où nous aurons du mal à bâtir des budgets cohérents. Et c'est là où les fédérations, notamment, devront prendre toute leur place pour l'accompagnement des clubs. Sinon, on assistera à un raz-de-marée dévastateur pour le sport amateur, qui aura aussi des conséquences pour le sport professionnel à moyen terme. Cette inquiétude, David Sauvignon, vous la partagez. Il n'y a pas de fédération dans la culture, mais il y a évidemment des collectivités locales qui sont là, vous le disiez, qui sont là, qui sont présentes, mais qui seront peut-être moins présentes l'année prochaine. Vous en parliez tout à l'heure, cette inquiétude-là qui est la plus pressante. Oui, c'est sûr. Ouais. On a des grosses inquiétudes sur l'avenir là-dessus, parce que il y a des élections aussi, notamment régionales, et on espère que les élus, les futurs élus, en profiteront pas pour effectivement faire des économies sur la culture et le sport. Et on dit pour partir sur des nouveaux mandats. D'accord. Cette inquiétude, Damien Godet, vous l'aviez exprimée tout à l'heure. Qu'est-ce que vous attendez demain, justement, des collectivités territoriales ? Un investissement supérieur ? C'est déjà qu'elles puissent maintenir le niveau d'aide et de contribution qu'elles nous apportent. On n'a pas de légitimité plus que d'autres secteurs à demander davantage encore. Mais au moins que les aides dont nous bénéficions soient maintenues, parce que c'est ce qui nous permettra d'assurer la survie des équipes artistiques. En revanche, les collectivités seront sans doute davantage mobilisées auprès de ces équipes artistiques directement, parce que, encore une fois, ce sont elles qui sont en première ligne. Et si nous, on doit attendre des moyens à des endroits particuliers, ça va être aussi pour nous aider à retrouver ce lien, il en était question tout à l'heure, retrouver ce lien avec les publics et préserver les équilibres vitaux de la société, c'est-à-dire qu'on a autant besoin d'art et de culture qu'on a besoin d'être en bonne santé. Ça fait sans doute partie aussi de la bonne santé globalement d'une société. Et on ne peut peut-être pas tout traiter sous le simple prisme de la santé ou d'une forme d'hygiénisme, mais je pense qu'il faut être un peu vigilant à ça. C'est-à-dire qu'il faut préserver des équilibres dans une société pour que chacun y trouve son compte et son épanouissement. Et l'endroit où on peut être inquiet aujourd'hui, c'est l'endroit de la jeunesse. On voit bien que pour les adolescents en particulier, ou les jeunes adultes, il y a dans la période actuelle une vraie difficulté de vie. Il faut en tenir compte, il faudra être présent aux côtés de cette jeunesse. Et pour notre part, dans le secteur culturel, on prendra toute notre place. Alors, je voudrais merci Damien Godet, je voudrais qu'on dise un mot sur justement l'aspect un peu psychologique de cette période. Vous êtes évidemment en contact avec les joueurs, vous, les artistes. Il y a un impact psychologique parce qu'il faut s'entraîner quand même, il faut garder la forme, il faut peut-être aussi, vous, pour les artistes, rester en scène en quelque sorte, continuer à répéter. Ça ne doit pas être toujours facile de mobiliser, de rester comme ça mobilisé pour des objectifs qui sont au fond incertains, dont on ne sait pas d'ailleurs si on va pouvoir les jouer, à la fois sur scène ou dans les stades. Oui, alors, nous, pour tout vous dire, avec l'équipe professionnelle, c'est en tout cas des situations où plus que jamais l'aléa a de la place dans la dimension de la préparation, alors que l'habitude du sportif de haut niveau, qui prépare des objectifs de haut niveau, c'est d'avoir des objectifs, des échéances, des modes de préparation extrêmement formalisés. Donc, pour vous dire, cette année, à Basketland, on avait placé le stage de préparation d'avant-saison de nos joueuses sous le sceau d'un accompagnement par un coach mental qui nous a coaché sur le sujet de la gestion de l'aléa. Il a coaché tout le monde, y compris les dirigeants d'ailleurs, parce que j'entendais les collègues de la culture tout à l'heure qui expliquaient qu'ils passaient leur temps à programmer, déprogrammer. C'est pareil chez nous, on programme, on se teste le lundi, le mardi on joue, le mercredi on ne joue plus, le samedi on croit qu'on va jouer, mais sauf qu'entre le mercredi et le samedi, il y a 3 cas positifs ici, 2 cas positifs là, le Premier ministre qui parle le jeudi soir, enfin on vit vraiment une époque formidable. Non, au-delà de la plaisanterie, parce qu'on finit par avoir un peu d'humour sur le sujet, c'est un vrai point de vigilance pour nous, puisque l'aspect psychologique a tellement d'impact ensuite sur la dimension physique de la performance, mais aussi sur le risque de blessure
qui est déjà extrêmement élevé, c'est très important. Mais ce n'est pas les sportifs professionnels qui sont le plus à plaindre là-dessus. Les sujets que vous avez, parce qu'eux jouent. Et la compétition est une fin en soi. Le vrai sujet, c'est ceux qui ne peuvent pas du tout pratiquer, on en a entendu parler. Mais j'ai l'exemple aussi des jeunes de notre centre de formation, qui sont 24, qui ont le droit de s'entraîner 30 heures par semaine, sans avoir le droit de pratiquer la compétition à la fin. Et je vous assure que quand on a 16 ans, qu'on est loin de sa famille, qu'on s'astreint à un double projet sportif et scolaire de haut niveau, avec l'exigence que ça représente et qu'on n'a pas la carotte de la compétition au bout, c'est psychologiquement... Là, il nous tarde samedi que ce soit les vacances quand même. Et elle aussi, sûrement. Pour le football, c'est pareil. Vous avez une cellule, vous, au sein du club, pour justement accompagner psychologiquement les joueurs? C'est le staff qui fait ça à distance essentiellement, mais comme vient de le dire Marie-Laure Lafargue, c'est vrai qu'un sportif de haut niveau, son rythme est très simple. C'est je m'entraîne toute la semaine au maximum pour jouer le week-end et déclencher de l'adrénaline de la compète le week-end. Là, aujourd'hui, ils sont en rupture de ça. Ils sont complètement, déstabilisés. Mais comment on peut redémarrer des championnats avec des gens qui sont démobilisés, en quelque sorte? Est-ce que c'est crédible? Parce qu'il y en a qui plaident pour une année blanche, au fond. Elle est mal engagée, déjà, l'année blanche. Hein. Elle est mal mais est-ce que vous seriez pour une année blanche, vous, par exemple, M. Fauvel, dans le football? L'année dernière, j'y étais pour une année blanche, parce que j'estimais que l'équité sportive... On était en mars. Voilà, bon, cette année, je ne sais pas comment ça va tourner, mais si ça se trouve, on va jouer encore moins de matchs que l'an dernier. Voilà, donc l'année blanche peut être une solution qui n'est pas hyper satisfaisante, mais si vous me trouvez une solution satisfaisante dans les conditions actuelles où on est, moi je veux bien la prendre. Si je peux me permettre juste de revenir 2 secondes sur le sujet précédent, sur les aides dont on parlait de nos fédérations ou autres, je crois que l'exemple qu'on peut donner, c'est la région Nouvelle-Aquitaine aujourd'hui, qui... n'est pas toujours au rendez-vous du sport amateur, elle est sur les clubs professionnels, pas sur le sport amateur. Mais la région Nouvelle-Aquitaine s'est complètement mobilisée pendant cette crise. Je peux vous dire que dans le tissu associatif, je ne sais pas au niveau culturel, mais je pense que c'est pareil. Et au niveau du sport amateur de haut niveau, la région s'est adaptée à cette crise et a soutenu le sport. En tout cas, j'en suis un des témoins. Je crois que les collectivités locales devront s'inspirer de ça, ainsi que les fédérations, de sortir un peu de ces carcans habituels pour venir au soutien de la culture, pour venir au soutien du sport amateur et du sport professionnel, parce qu'elles ont cette souplesse d'adaptation. La région Nouvelle-Aquitaine l'a fait, je crois que d'autres peuvent le faire également. Damien Godet, pour parler des artistes comme les sportifs qu'il faut maintenir au fond en forme, en scène, vous les voyez, vous les côtoyez, ils sont comment? Ils sont désabusés, ils sont en colère, ils continuent de s'entraîner malgré tout? C'est un petit peu de tout ça, en effet. La période de fermeture des théâtres au public a eu paradoxalement cette vertu de permettre aux artistes de revenir au plateau pour travailler, pour répéter et pour parfaire leur création. Donc de notre côté, nous avons par exemple démultiplié le nombre de jours de présence artistique sur nos plateaux. Au mois de novembre en particulier, et sur la totalité de la saison, on va passer de 120 à 145 jours de résidence et d'accueil plateau cumulés. C'est une forme de compensation. En quelque sorte, c'est-à-dire qu'on avait, nous, les équipes techniques disponibles pour les accueillir, les plateaux disponibles pour les accueillir. Eux avaient du temps pour cela, et puis surtout, ça leur donnait l'occasion de pouvoir être quand même rémunérés, donc de quand même travailler, d'être rémunérés pour préparer de futures productions. Donc en ce sens-là, les choses ne se sont pas complètement arrêtées. La difficulté va plutôt résider dans les embouteillages qui vont se créer inévitablement en fin de saison et à partir de la saison prochaine, entre les créations qui devaient naître cette saison et qui n'auront pas pu tourner ou qui n'auront pas pu jouer, qui vont chercher leur diffusion par la suite, et puis celles qui devaient naître la saison prochaine ou la saison d'après et qui vont arriver dans le même temps. Donc là, on va assurément assister à un embouteillage qui risque d'être très difficile à gérer, d'abord pour les diffuseurs, programmateurs que nous sommes, mais aussi pour les équipes artistiques. En attendant, voilà, ce qui comptait pour nous, c'était de maintenir ces gens-là en activité, parce que c'est vital pour eux. Et comme un sportif, un danseur a besoin de s'entraîner quotidiennement, un comédien a besoin de jouer quotidiennement, de répéter. C'est un entraînement qui est indispensable, donc on les a aidés pour cela. On a consacré une partie de nos moyens budgétaires également à des apports en coproduction supplémentaires pour soutenir les compagnies dont les créations étaient rendues fragiles par les annulations successives. Voilà, tout ça nous permet de maintenir une activité et je dirais de maintenir le moral des troupes avec tous les aléas que l'on connaît comme dans toutes les professions, à savoir que
des membres d'une équipe artistique peuvent tomber malades eux aussi, devoir s'isoler, remettre en cause la tenue d'une résidence ou d'une création. Mais effectivement, aujourd'hui, avec le fait que cette rencontre avec le public est devenue impossible, eh bien, il y a une certaine lassitude et sans doute une forme de démoralisation qui arrive. Oui. David Sauvignon, maintenir le moral, comme disait Damien Godet, c'est aussi pour vous qui êtes programmateur une obligation. Donc ces artistes, vous les voyez comme Damien, évidemment, vous les accueillez en résidence, mais est-ce que vous diriez qu'il y a certains de ces artistes qui ont déjà abandonné ou qui passent... On entend parfois des artistes dire « Là, je ne peux pas passer la crise, c'est fini, je vais chercher autre chose, un autre boulot, c'est fini pour moi, le monde du spectacle ». Alors, encore une fois, en France, on a cultivé l'exception culturelle depuis des années et je pense que par rapport à d'autres pays, je pense à l'Angleterre notamment, les artistes sont plutôt bien en place en France et bien suivis. En Angleterre, beaucoup ont déjà choisi de prendre un deuxième travail, hein. Mais en France, on n'en est pas encore arrivé là, donc tant mieux. Par contre, là où ils sont déboussolés, c'est qu'on nous a demandé de s'adapter et de vivre avec ce virus, de chevaucher le tigre. Et beaucoup l'ont fait. Donc, il y a eu beaucoup d'imagination de la part des artistes, des équipes techniques aussi, pour monter des spectacles depuis mars, qui seraient adaptés un petit peu à cette époque, hein, avec cette crise sanitaire exceptionnelle, bien sûr. Et là, en fait, on se retrouve à ne plus pouvoir jouer. Donc, l'effet domino qui va arriver à la fin, c'est sûr que la rentrée... Là, on a des craintes sur la rentrée, donc l'automne 2021, avec beaucoup de spectacles qui seront prêts, puisque on a accueilli, nous aussi, beaucoup d'artistes dans les salles de musique actuelles, beaucoup d'artistes pour des résidences de création. Mais au bout d'un moment, créer, si le public, on ne peut pas lui délivrer ses créations, ça pose souci. Et ce qui, dans la musique, ce qui aussi joue un rôle dans la temporalité, c'est les sorties d'albums. Donc peut-être que ce sera plus ça le modèle futur, mais encore aujourd'hui, pour beaucoup, il y a une sortie d'album qui est souvent accompagnée par une tournée pour défendre cet album sur scène. Et là, eh bien, depuis mars, c'est pas possible, quoi. Donc, en fait, tout le monde repousse, et on a très peur qu'à la rentrée, et donc à l'automne, et la saison 2021-22 soit embouteillée. Et forcément, certains vont en pâtir. Alors, il y a l'embouteillage dont on parle, puis il y a aussi l'inquiétude, on a vu parfois manifester sur l'érosion des sportifs, hein, des licences, des licenciés pour certains sports. Est-ce que c'est une inquiétude légitime ou est-ce que vous dites, au fond, une fois que la pandémie sera passée, le sport va retrouver ses droits? En ce qui concerne, donc nous, je dirais, on est un sport de masse qui s'organise très longtemps à l'avance. C'est vrai que comme les festivals culturels, je dirais, ça c'est le temps d'un week-end. Mais en fait, c'est tout au long de l'année que ça se prépare. Et il faut pouvoir se projeter sur le long terme. Et aujourd'hui, il va être compliqué au printemps prochain de dire est-ce qu'au mois de septembre, au mois d'octobre, on pourra organiser, on pourra faire venir des gens de l'autre bout du monde, de l'Union européenne, hors Union européenne, pour participer donc à notre marathon. Et pourtant, on doit pouvoir, je dirais, au mois de mai, fin mai ou début juin, dernier délai, dire oui, non. On aura le top départ à 9h30 sur les quais de Pauillac de notre marathon. Et on a eu cette difficulté l'année dernière, mais je crois qu'on l'aura encore plus l'année prochaine, puisque de fort de l'expérience que l'on a, on sait que les choses peuvent changer du jour au lendemain. Et il n'est pas sûr que les autorités nous autorisent à nous engager aussi longtemps à l'avance. Donc c'est un vrai problème, parce que même pour les coureurs, je dirais, amateurs, le fait d'avoir, je dirais, une échéance début septembre permet de s'entraîner régulièrement, puisqu'un marathon demande de l'entraînement. Il faut quand même si c'est un marathon festif, il faut s'entraîner sérieusement. Ils ont besoin pour être fixés, et nous allons demander des inscriptions. En ce qui nous concerne, on les a repoussés à avril, mais on ne pourra pas les repousser beaucoup plus loin, et on craint malheureusement d'avoir quelques difficultés à être certain de dire oui, non, on pourra organiser un marathon en septembre l'année prochaine. Il nous reste 2 minutes, je vais vous donner faire un petit tour de table, parce qu'on va essayer de se projeter, peut-être avec un peu d'optimisme. Il y a un vaccin qui va arriver, puis peut-être des choses qui peuvent, une troisième vague, peut-être qui ne se passera pas, on l'espère en tous les cas. Vous êtes plutôt optimiste, Marie-Laure Lafargue? Par nature, oui. Et j'essaye toujours dans ces moments-là de l'être, en me raccrochant à une certitude, c'est l'importance de ce que l'on fait pour les gens, pour lesquels on le fait, notre public, nos partenaires. Parce que le sport professionnel comme la culture, ça a été dit tout à l'heure, c'est pas juste des consommateurs de moyens, c'est aussi des acteurs économiques de leur territoire. On consomme, on a une place là, donc je m'accroche à ça en me disant que demain on retrouvera toute notre place, peut-être même
puissance 10 parce que les gens en auront tellement besoin. Damien, le retour de l'optimisme, c'est le retour du public, surtout pour vous, hein, c'est ça. Oui, bien sûr, c'est ce qu'on attend avec grande impatience, c'est de pouvoir retrouver le public dans les salles, de pouvoir ouvrir à nouveau nos théâtres. C'est ça qui nous porte et c'est ce qui fait que moi je reste encore optimiste et que de toute façon on n'a pas le choix. Il nous faut être optimiste et on n'a pas le droit de désespérer ni nos équipes, ni la jeunesse à laquelle on s'adresse. En particulier, parce que c'est cette jeunesse, encore une fois, qui me semble être aujourd'hui très en souffrance et qu'il nous faudra accompagner. Donc moi, je veux rester absolument optimiste. On ne sait pas encore à quelle période précisément on pourra réouvrir, mais on pourra bien réouvrir un jour. Et donc, on se prépare pour ça. Bon. Merci Damien Godet, Vincent, Christophe Auvel. On parlait d'optimisme, il faut aussi de la pédagogie vis-à-vis des jeunes. Il faut garder cet optimisme, il faut l'insuffler. C'est aussi le rôle des dirigeants, au fond. Oui, tout à fait. J'ai bien aimé l'expression « chevaucher le tigre ». On va s'efforcer de le chevaucher du mieux possible et puis de vite revoir des images de l'ancien monde, là où il y a des sportifs qui se tirent la bourre tous les week-ends, en semaine. Et il nous tarde vraiment de revoir ça. Des salles de spectacle aussi, parce qu'on est des consommateurs aussi. C'est vrai que ça fait très ancien monde, mais on a quelquefois un peu de nostalgie. Ouais. Et Vincent Fabre, j'imagine que ça y est, vous parliez de la programmation du futur marathon. Là, il n'y a pas le choix, c'est one shot. Donc là, vous n'avez pas le droit de vous louper. Il faut que ça marche cette année. Hein. Il faut que ça marche parce que s'arrêter une année, on supporte, on fait le gros dos, ça va bien, on se met à la cape, mais 2 ans de suite, ça va être quand même très compliqué à rebondir. Et je crois qu'il faut que quelque part, vous l'évoquiez, que nos gouvernements fassent confiance aux professionnels que nous sommes. On n'est pas des fous furieux, on est des citoyens, on est parfaitement responsables et on comprend les enjeux. Et je crois qu'on est chacun de notre côté capable de s'organiser pour respecter les gestes barrières et faire attention de ne pas mettre en danger la vie de nous-mêmes d'abord et puis de gens qu'on invite parmi nous. Merci en tout cas à tous les 5 d'avoir accepté l'invitation de France 3. On va essayer d'être optimistes. On va passer les fêtes de fin d'année évidemment avec plaisir. Et puis on croise les doigts pour qu'évidemment cette 3e vague ne se produise pas et que le sport et la culture retrouvent leurs droits. Merci à tous les 5 et merci d'être fidèles à cette émission.